Bienvenue à la deuxième partie de la vidéo de mon parcours d'avocate à guérisseuse. Donc, voilà. J'étais rendue où? J'essaie de me concentrer. Oui, donc je finissais, j'étais à cette firme de droit de l'immigration et des réfugiés. Et déjà, ben, évidemment, la plupart de mes clients, c'était des réfugiés, donc des histoires, mais horribles. Des histoires d'horreur, vraiment. Et ça a vraiment touché ma sensibilité parce que je demandais autour de moi, mais comment vous arrivez à supporter ça quotidiennement, des histoires comme ça, de viol, de meurtre, de guerre civile, des gens qui ont tout perdu, ils ont vu leur famille se faire tuer devant eux, tu sais, des choses terribles que la plupart d'entre nous vont peut-être jamais vivre. Et puis moi, je sentais que j'absorbais tout. Puis on me disait, ben faut que tu te mettes un mur, faut que tu te fermes. Faut que tu te mettes un mur entre les deux. Et puis c'est là que je me suis rendu compte que moi, je voulais pas vivre comme ça. Que je voulais pas passer ma vie à être un mur de glace dans ma profession, dans ce que je fais, dans ce que j'offre au monde. Je comprenais pas pourquoi, mais je savais que je voulais pas passer ma vie à être un mur de glace. Pas un mur de glace, mais un mur. Que de couper ma sensibilité, finalement. Mais à ce moment-là, je comprends toujours pas que je suis hypersensible. Je sais que je suis plus sensible que la moyenne, je pleure beaucoup, mais j'ai pas de mots encore sur ce que je suis et sur ce que je vis. Ça fait mal au pied. Oh, c'est beau, une belle journée aujourd'hui. Donc, on accélère un petit peu. Donc, bien évidemment, je commence à développer des symptômes de burn-out. Je dis évidemment parce que maintenant, ça me semble tellement évident que je me suis rendue jusqu'au burn-out. Mais pour moi, à ce moment-là, ça faisait pas de sens. Fait que tranquillement, j'ai commencé à boire plus. Je suis pas une personne qui buvait beaucoup, qui supporte bien l'alcool non plus. Donc, je revenais à la maison, puis je me faisais des petits cocktails, puis c'était 1, puis c'était 2, puis c'était 3, puis des fois, je soupais pas. Ça, c'est vraiment pas dans mes habitudes. Je travaillais tout le temps. Et puis, pour moi, c'était pas assez parce que dans mon milieu d'avocate, ben, on compare souvent les nombres d'heures. On se valorise avec les nombres d'heures qu'on passe au bureau. Donc, ben, moi, je passais 60 heures au bureau, puis la plupart des gens, ils disaient qu'ils passaient 80 heures au bureau. Fait que moi, je suis encore en dessous. J'étais quand même pas assez. Fait que j'avais pas de raison d'être pas bien, hein, ou d'être épuisée. Et beaucoup de choses se sont passées aussi dans ma vie personnelle, mais je vais rester sur... ouais, je vais sauter sur quelques détails quand même. Et mais à ce moment-là, donc, je commence déjà à développer, surtout vers la fin, je commence déjà à développer je réalise que il y a quelque chose qui va pas, que c'est pas ça, que c'est pas à quoi je m'attendais, que je m'y retrouve pas non plus. Je pense que c'est ça qui est important. Puis en même temps, on commence sa carrière, fait que des fois, on a des mauvaises expériences, puis c'est en continuant que ça s'améliore, qu'on trouve quelque chose qui nous plaît plus. On apprend à se connaître aussi avec nos expériences. Et donc, un an... Non, c'est pas vrai. Un an plus tard. Ouais, je pense que c'est exactement un an plus tard. Quelque chose comme ça. Je vais en vacances avec ma mère sur le bord de la mer, comme elle a l'habitude chaque année. Et un jour, je pars une semaine. J'avais pas beaucoup de temps de vacances, mais là, c'était comme, il fallait vraiment que j'en prenne. Et un jour avant que je revienne, on rentre dans un magasin et je fais une crise de panique. J'ai jamais fait de crise de panique avant. Et là, je me mets à... J'arrivais plus à respirer, vraiment. Je sors du magasin en courant.
Il y avait un petit banc, je m'assois et je pleure et je dis, je ne peux pas y retourner, je ne peux pas y retourner, je ne peux pas y retourner. Fait que déjà, c'est clair que ça va pas. Et ma mère qui essaie de me supporter comme un peu, qui comprend pas trop ce qui se passe, me dit ben démissionne. Tu sais, je vais t'aider ou on va te supporter comme on peut, mais démissionne. Et ça, j'avais de la misère. Parce que c'est reprendre son pouvoir, démissionner, c'est dire non, tu sais, à ce qui se passe. Et mais bon, j'ai le support de ma mère, ça m'aide quand même. Puis je me dis, ben clairement, il y a quelque chose qui va pas. Fait qu'il faut que ça arrête. Puis je vais trouver quelque chose d'autre. Et donc, je reviens. Et ça m'a pris beaucoup de courage. Je fais ma lettre de démission et j'arrive au bureau lundi. Et je sais plus trop comment ça s'est passé, mais peut-être que je prends un peu de temps avant d'aller lui porter à ma patronne, où je lui demande de la rencontrer, puis en fin de journée, on se rencontre, quelque chose comme ça. Et il faut savoir légalement, du moins au Québec, à cette époque-là, je ne sais pas si c'est encore, probablement que c'est encore la même chose, mais quand on a un contrat à terme, donc qui se termine, puis ça c'est des trucs techniques, mais vous comprenez la situation. Quand on a un contrat à terme, eh bien, notre employeur peut, puis on décide de démissionner, d'arrêter le contrat, l'employeur peut décider de refuser notre démission. À terme, pas quand c'est pas à terme. Quand c'est indéterminé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de date de fin. Et alors, mon contrat devait finir je pense que c'était en octobre. Fin octobre, quelque chose comme ça. Et donc, elle se dit, écoute, t'es presque à la fin, pousse un peu, puis moi, j'ai besoin de quelqu'un jusqu'à la fin. Donc, ben, je fais quoi? Quelqu'un qui aurait confiance, quelqu'un qui resterait dans son pouvoir personnel serait parti. Quelqu'un qui serait choisi serait parti. Moi, je savais pas comment réagir à ça, donc je suis restée. Et c'est là que ça s'est vraiment dégradé. Je pense que beaucoup de gens vivent un burn-out maintenant, surtout dans notre société qui fait aucun sens. Comment on vit, comment on prend à peine notre souffle. 2 semaines de vacances, c'est pas des vacances. C'est rien. Mais c'est pas juste les 2 semaines de vacances au Canada, mais c'est... on passe plus de temps au travail qu'on en passe à vivre. Donc, on va profiter de la vie. Donc, déjà, ça vous dit... pour moi, maintenant, je comprends que c'est pas naturel non plus. On n'est pas fait pour ça. Mais bon, ça, c'est une autre conversation. Et donc, je commence tranquillement à dépérir, ce qui donne comme résultat que j'ai vraiment pas d'énergie. Je deviens comme un zombie, vraiment, là. Mais je mange pas des cerveaux, mais zombie dans le sens morte-vivante, là. Je suis vraiment genre une pâle version de moi-même. Et ben, je suis plus capable de faire mon travail. C'est comme si on m'avait effacé le cerveau, comme si toutes mes années d'études avaient disparu. Fait que là, je me retrouve devant mes dossiers, puis je sais pas de quoi ça parle. Je sais pas comment les aider. Je sais pas... J'ai des procès qui s'en viennent, j'ai comme des audiences, puis... Et là, mon sens de la responsabilité commence... Ah, je capote. Je dis, mais comment je vais faire? Je les abandonne tous, blablabla. Mais clairement, je n'étais plus capable de faire mon travail. Puis, j'en parle à ma patronne, puis elle dit, ben écoute... Non, en fait, ça, elle avait dit... quand elle me demandait pourquoi je voulais démissionner, mais je commençais à lui dire que... Déjà, je chantais les effets du burn-out qui commençait. Donc, manque d'énergie, j'ai de la misère à faire mes dossiers, j'arrive pas à me concentrer, je perds de mémoire. Je ne m'en rappelle plus exactement, mais c'est à peu près ça. Elle dit, ben on va diminuer ton horaire de travail. Dans les faits, ça se peut pas. C'est pas réaliste. Surtout que moi, ben, j'en faisais toujours plus parce que je me donnais pas de valeur. Donc, il fallait toujours que j'en fasse plus. Et donc, à un moment donné, ben, j'ai pas eu le choix. Je suis allée au médecin. Puis,
je répondais tout aux cases. Hein? Je cochais toutes les cases d'un burn-out. Fait que j'ai eu un papier du médecin. Et je suis revenue au bureau, puis tout de suite, elle m'a dit « OK, ben retourne chez toi. Prends tes affaires, retourne chez toi. » Puis là, on est à 1 mois de la fin de mon contrat. Ou un peu moins. Un peu plus, mais pas beaucoup. Donc, je retourne chez moi dans mon appart, que je peux plus payer. Et là, l'anxiété monte, mais monte. Et ça a été ça tout le long de mon congé de maladie. Hein. J'ai vraiment j'ai vraiment été plongée dans mon anxiété, ce qui est un beau cadeau à la fin parce que j'avais juste ça à faire dans mon anxiété. En même temps, ça te remet les priorités en face aussi. Mais donc, je suis en début de carrière. Tous les gens autour de moi, tous mes collègues de classe, ils travaillent. Tout le monde va bien. Moi, je pète un câble. J'ai plus de job. En fait, c'est même pas que j'ai plus de job, c'est que j'ai failli à mon engagement. Faut s'en rappeler de ça. Et là, mon sens de l'identité est genre écrabouillé, là, écrasé, mais il n'y a plus rien. Je suis plus rien. Et je fais... je pense que je prends des antidépresseurs. J'avais déjà pris des antidépresseurs pendant 6 mois pendant l'université. Mais j'ai toujours eu peur de la dépendance aux pilules, aux médicaments, donc j'étais toujours un peu réticente. Et je pense que j'en ai pris aussi à ce moment-là, parce qu'on m'a forcé à faire... on m'a prescrit d'aller au psychologue. Et là, c'est là que ça a commencé mon parcours de thérapie. Alors, je vais au psychologue et évidemment, elle me dit... Elle me diagnostique... J'ai oublié le mot diagnostic. Elle me diagnostique avec le syndrome de l'anxiété généralisée. En gros, ma fille était vraiment anxieuse. Pour tout. Et là, on travaille évidemment sur la partie professionnelle, travail, ma vision du travail, mon sens de la valeur, mon sens de ma propre valeur. Et là, je commence à démêler des nœuds, puis je vois que, il y a du stock. Quand on commence, moi, c'est ça, dans mon cas, c'est que c'est arrivé très tôt. C'est arrivé au début de ma carrière, j'avais 26 ans, 27 à peu près à ce moment-là. Fait que là, t'as travaillé toute ta vie pour une chose, puis là, ça ne fonctionne pas. Mais tu te rends compte, tu tombes dans un vide, parce que c'est un peu ça aussi, un congé de maladie, c'est cute, là. Mais j'étais dans un vide, puis moi, j'ai vraiment pris 1 an. J'ai pris tout le congé de maladie que je pouvais avoir. Évidemment, je suis retournée chez ma mère parce que je pouvais plus payer mes factures. J'avais des dettes, accumulé des dettes qui me coûtaient aussi cher que mon loyer. Donc, j'étais vraiment prise. Puis, système d'alarme, of course. Mais c'était une expérience, comme j'ai compris récemment, ça m'a craqué. Ça m'a vraiment ouverte. Et ça l'a permis en fait à ce que la lumière commence à rentrer. Donc, que je commence à comprendre qu'est-ce que je suis vraiment venue faire ici, puis qui je suis vraiment. Mais, à ce moment-là, je n'étais pas encore prête à... C'était le début, hein, donc je ne pouvais pas tout comprendre ce que je comprends aujourd'hui. Ça fait 12 ans plus tard. Ouais, 12 ans plus tard, 12-13 ans plus tard. Mais c'est fascinant de voir comment les choses se sont enchaînées et les résultats que ça donne. Bref. Donc, dans cette année-là, je travaille plus.
Donc, un peu, je réapprends à vivre la base, manger, revenir à moi. Je fais ma thérapie. Je suis allée en Haïti pour faire un projet parce que j'étais vraiment, il faut que j'y aille, blablabla, pour plein de raisons. Puis, ça a été terrible. Comparativement à d'autres fois où je suis allée, ça a vraiment... L'ambiance, l'énergie était terrible. C'était vraiment survival. Mais en même temps, c'est normal. J'étais dans cette énergie-là, donc ça n'aurait pas pu être autrement, mais je ne comprenais pas ça à ce moment-là. Mais il y a une chose que j'ai compris dans cette année-là, qui était claire pour moi, c'est que ma job de rêve, c'est moi qui allais me la créer. Ça, c'était le premier indice. Si on avance aujourd'hui... aujourd'hui, c'est ça que je suis en train de faire. Je la crée, mais ça a pris 12 ans. Hein? Donc, je pense que je dois partir mon bureau d'avocate, qui aurait été dans mon cheminement de toute manière. Je suis une personne plus indépendante qui aime faire ses propres affaires. Et ça, on me l'a toujours reproché. Les employeurs me l'ont toujours beaucoup, pas reproché, mais faire comme, pas sûr que tu vas correspondre à ce qu'on cherche parce que tu as l'air très indépendante. Et très de terrain, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Tu vas t'ennuyer dans un bureau. Ben, c'est vrai, mais en même temps, il n'y a pas juste ça, le bureau. Hein. Bref, je m'égare. Mais je suis contente de parler, ça fait du bien. J'étais un peu stressée de faire la vidéo au début, mais là, je suis plus à l'aise. Et avec cette belle journée, ça fait vraiment du bien. Ça libère. Bref. Donc, revenons à nos moutons. Alors là, on est à la fin. Je suis en 2014. Donc, je pars, je commence à faire les démarches pour faire mon propre bureau. Mais j'ai aucun argent, on s'entend. J'ai à peine de quoi payer mes dépenses avec le chômage. Donc, je commence à m'organiser pour qu'à la fin de mon chômage, je vais partir mon bureau, puis c'est une nouvelle vie, une nouvelle moi. Et très intéressant. Donc, je fais mon logo, je fais mon nom, mon site web. Mon site web, je sais pas si c'était prêt. Mais bon, je commence à m'organiser au niveau technique. Puis, je me rappelle que la journée où j'étais plus officiellement sur le chômage, donc je lançais officiellement ma pratique. J'ai eu une peur qui me prenait par la gorge, littéralement, c'est ça que je sentais. Et qui me disait, tu seras pas capable de faire de l'argent. Il n'y a personne qui va venir te voir, tu seras pas capable de faire de l'argent. Et j'ai tellement eu peur, parce que je pouvais donc pas remplir mes obligations financières, j'ai tout de suite commencé à chercher un travail. Fait que déjà, je n'étais même pas prête à supporter, à me donner un peu de valeur à ce niveau-là, que mes peurs me contrôlaient complètement. Mais en même temps, toutes ces étapes-là ont vraiment servi après. Donc, je vous dis, rien pour rien. J'ai changé de position. Ah. Ouh! Donc, je retrouve un autre travail dans un autre bureau comme avocate, cette fois-ci en droit familial. Et je me dis, la CEO, celle qui a parti le bureau, puis qui est avocate, notre avion. On a été dans la même promotion, on s'est jamais croisés, mais c'est plus amicalement, notre relation et tout ça. Donc je me dis, ça va être différent, le passé va pas se répéter. Mais, évidemment, c'est un pattern. Donc, pas avec elle, mais son père finançait son bureau. Et donc, il avait sa place au bureau et donc, il surveillait ce qui se passait. Et le même genre, donc, ma relation avec lui me créait beaucoup d'anxiété. Et les symptômes ont recommencé. Les symptômes de burn-out ont recommencé.
après même pas 2 mois. Donc, moi, je pense que je suis restée 4 mois dans cette place-là. Puis là, au moins, parce que j'avais vécu mon expérience avant, je savais qu'il fallait que je parte, qu'il fallait que ça arrête. Et en même temps, ça c'est le mois de février, donc j'ai commencé au mois d'octobre, je suis partie au mois de février. J'ai reçu un contrat de... ma mère faisait de la traduction beaucoup, elle avait son bureau de traduction, son bureau, mais sa pratique de traduction. Et elle a reçu un gros contrat à ce moment-là, donc ça c'est comme une synchronicité et elle avait beaucoup besoin d'aide. Donc pour moi, ça a été comme un peu un tremplin où j'allais pouvoir faire un peu d'argent en attendant de voir qu'est-ce que j'allais faire ou de me trouver un autre job. Puis donc ça me donnait un peu un pont de sortie. Et à ce moment-là, parallèlement à ça, je développe une relation, c'était amical, mais une relation, à ce moment-là, je ne comprends pas encore c'est du mind control, avec une amie de ma soeur. Et je comprends pas ce que je fais à ce moment-là, mais j'ai vraiment ce réflexe de mettre mon pouvoir dans la main des autres. Donc, je demande à mes patrons ou à mes parents de me donner de la valeur où je suis pas capable, de me dire c'est où ma place. Et elle correspond beaucoup, répond beaucoup à cette énergie-là. Je pense qu'on les appelle les narcissiques. Et donc, elle m'envoûte avec sa confiance, la façon qu'elle parle, puis tout ça. Et déjà, à ce moment-là, je cherche des réponses à mes questions. J'essaie de comprendre ce qui m'est arrivé. J'essaie de comprendre pourquoi le monde, comment... Je me pose juste beaucoup de questions, beaucoup de choses qui remontent à la surface. Ma raison d'être, la raison d'être des humains, qu'est-ce qu'on vient faire ici, des choses comme ça. Et elle semble avoir des réponses. Donc, je l'écoute. Elle devient un peu mon gourou. Et un peu parce que je l'appelle pas mon gourou, mais je gobais tout ce qu'elle disait. Et pas que tout ce qu'elle disait était faux, mais bon, avec le temps et avec la guérison, j'ai mis beaucoup de distance avec certains points. Mais il y a d'autres choses qu'elle disait qui continuent à résonner maintenant. Donc, on se rapproche. Et puis, elle commence vraiment à me mettre dans sa poche et à me convaincre de me distancer de ma famille. Et ça marche. J'en avais besoin aussi, mais ça marche. Donc, on finit par déménager ensemble. Et à ce moment-là, on finissait le contrat de traduction. Je finissais le contrat de traduction et je décide je suis complètement perdue, en fait. Je suis vraiment, vraiment perdue. Je ne sais pas quoi faire. J'ai peur de retourner en droit parce que j'ai peur de revivre les mêmes symptômes. Je vais le laisser... je vais continuer avec cette histoire-là. Et ça amorce une longue année. Ça a duré 1 an, notre cohabitation, mais dans cette cohabitation... Bon, donc j'ai travaillé dans un restaurant pendant l'été, puis après ça, j'ai retrouvé une job dans un bureau d'avocat, mais pas comme avocate, parce que c'est en droit des affaires, puis moi, je me suis dit, ça va être mon nouveau secteur, mais j'ai aucune expérience, puis personne ne me répondait, donc j'ai appliqué comme adjointe juridique. Donc, je descendais de niveau, puis je n'étais plus sûre de vouloir être avocate de toute manière à ce moment-là. Mais bon, beaucoup de non-sens. Et en plus, je faisais plus d'argent. Mon histoire avec l'argent, ça va être une autre vidéo. Mais bon, un petit aparté pour dire que je faisais plus d'argent comme adjointe juridique que j'en faisais quand j'étais avocate, pour vous dire. Le vent. Alors, c'est drôle parce que j'en ai jamais parlé dans mes vidéos de ça.
Alors, cette relation de mind control en français, je sais pas c'est quoi, contrôle mental, cette relation avec une narcissique, puis je veux pas embarquer dans cette espèce de combat. Les narcissiques sont tous méchants. Ben, c'est sûr qu'ils sont intenses, là. On souffre beaucoup, beaucoup de gens souffrent des dommages qu'ils créent. Mais moi, ça m'a vraiment... Bon, faut dire, j'ai survécu à... C'était 1 an de galère, 1 an d'aller vraiment dans son plus bas. J'ai vraiment touché mon bas fond avec elle. J'ai exploré sans vraiment le vouloir le côté esprit, possession, très dark, très très sombre. Tous mes côtés sombres aussi. Elle m'a vraiment amenée à voir le monde d'une autre façon. Ce qui est maintenant un cadeau parce que ça m'a vraiment ouvert une porte que j'aurais probablement pas ouverte autrement. Je comprends pas tout encore ce qui s'est passé, mais je sais que ça va venir dans les prochaines années, prochaines étapes. Oui, donc j'ai fait des exorcismes, des choses comme ça, malgré moi. Mais je comprenais pas parce que j'étais pas dans mon pouvoir à ce moment-là, donc je comprenais pas trop ce qui se passait. Je l'écoutais, je suivais ce qu'elle me disait. Et puis, je lui faisais confiance. Puis à un moment donné, ça a été clair pour moi que j'étais prisonnière. Même si je m'enfuyais, elle allait m'appeler, elle allait trouver des façons de me garder prisonnière. C'est beaucoup de manipulation, donc la prison, c'est à l'intérieur. Hein? J'aurais pu m'enfuir, là, partir en courant, mais j'étais déjà... Si tu dis, ben, probablement vous dites, ben, pourquoi t'es pas allé voir tes parents, ta famille, ben premièrement, j'avais coupé avec beaucoup de gens. C'est souvent ça que ça fait quand on est dans des situations de mind control. On devient très isolé. On a fait mal à beaucoup de gens, donc on a moins de support, ou les gens ne nous croient plus, ou nous font plus confiance. T'es comme vraiment dans une désillusion, donc c'est assez... ou une illusion, en fait. Donc c'est assez... quand tu t'en sors, ou quand tu commences à t'en sortir de l'illusion, ou tu veux t'en sortir, c'est pas facile. Et moi, à ce moment-là, j'ai compris que c'est ce qui me sauve, c'est ce qui m'a sauvé en fait, ce qui me permet de garder le cap. J'ai compris que ça allait, que tout changeait. Parce que tu as l'impression que ça ne changera jamais quand tu es dedans. Tu es tellement prisonnière de toi-même. Puis je me couchais, je me rappelle, puis je me disais, ça va changer, ça va changer, ça va changer. Et j'ai compris aussi que la seule façon que je m'en sorte, c'est qu'elles ne veulent plus de moi. Elles ne veulent plus de moi comme whatever, pantin. Whatever, comment elle me considérait. Qu'elle n'ait plus besoin de moi, qu'il fallait qu'elle me lâche pour que ça arrête complètement. Que je sois libérée. Et c'est arrivé. Ça s'est fait tranquillement, puis à un moment donné... je pense que je suis tombée vraiment dans mon énergie extrêmement... J'avais plus de lumière à lui donner, j'avais plus rien à lui donner. Je dégradais, je devenais vraiment désagréable. Je sais plus exactement, c'est ce qu'elle disait, je devenais vraiment désagréable. Tout était de ma faute, évidemment. Mais... et je la croyais. Je la croyais. Mais quand j'en suis sortie... j'ai pas eu de rancœur autant que je pensais que j'allais en avoir, que d'autres personnes autour de moi qui ont souffert de sa relation avec elle aussi avaient. J'ai pas eu cette rancœur, j'ai vraiment pris responsabilité
pas tout de suite, mais ça m'a pris quand même peut-être un petit peu un petit peu de recul, mais rapidement, j'ai pris responsabilité de ce qui est arrivé, puis que ça m'a vraiment montré l'horreur que tu crées quand tu donnes ton pouvoir dans la main des autres. C'est ça, en fait, que ça m'a appris, entre autres. Et j'ai dit plus jamais. Bon, c'est encore arrivé après, mais c'était un moment charnier à ce moment-là. Et donc, juste avant aussi qu'on se sépare, qu'on quitte le logement et qu'on se sépare officiellement dans nos vies, et qu'il avait pu me parler, ce qui était une bénédiction, j'avais commencé à sentir l'appel de fallait que je refasse ma vie, fallait que je quitte, fallait que ça marchait pas là, fallait vraiment que quelque chose qui change, fallait que je bouge, fallait que j'aille ailleurs. J'ai toujours senti que j'allais m'établir ailleurs qu'à Montréal, pas parce que Montréal c'est pas bien, mais parce que c'est comme ça. C'est ce que je sentais pour moi. Et en fait, j'allais un peu contre mon ressenti parce que j'essayais de m'établir dans une place que je savais que ça allait pas être là. Mais bon, ça faisait partie aussi des énergies du moment. Et donc, l'appel de la nature sauvage commence à monter, à monter, à monter, à monter. Et juste avant que Mélanie, que la personne me lâche, je rencontre quelqu'un qui vient du Yukon. Et là, le Yukon tombe sur ma map. Suite au 3e épisode.